Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Chapitre 1. Les deux Chines. Pour un occidental, la rencontre avec la Chine est un exercice de relativisme culturel. La complexité et les contradictions de ce pays sont telles que l'on ne peut s'y orienter que par l'apprentissage. Inquiétante pour certains pays, modèle de réussite pour d'autres, la Chine ne laisse plus indifférente. Les Chinois le savent bien, qui disent que leur pays, par sa masse et ses progrès dans de nombreux domaines, va désormais peser de plus en plus dans les relations et les échanges internationaux. Mais dans bien des domaines, la Chine est encore un pays sous-équipé, qui aspire à se hisser d'ici 15 à 20 ans parmi les grandes puissances industrielles de cette planète. La Chine nous fascine, car tout y est démesuré, gigantesque et diversifié. Elle fait régulièrement la une des journaux et des magazines occidentaux. Elle le pays de tous les records. Mais ces contradictions à la fois nous choquent souvent et nous inquiètent parfois, car elles sont aussi irrationnelles que violentes. De même, les chiffres une fois donnés ou une situation à peine connue sont vite dépassés ou obsolètes. Ici plus qu'ailleurs, rien n'est jamais acquis et pérenne. Il faut apprendre à déchiffrer ce pays en connaissance de cause, c'est-à-dire accepter sa singularité, loin des fantasmes auxquels les performances de ce pays ont si souvent donné lieu ces dernières années. Il convient surtout de se garder d'extrapoler à partir d'une situation économique euphorique, et de penser que la croissance chinoise est quelque chose d'immuable et durable. Plongé au cœur de ce nouvel empire, qui étonne autant qu'il fait peur, est devenu stratégique pour les entreprises en recherche de croissance. L'immense marché chinois et le choc culturel de ce pays suscitent de la part des Occidentaux tant de débats pour le moins irrationnels, vu la stature de ce nouveau géant, qu'il est important de savoir pourquoi. Comprendre comment la Chine est en train de se transformer, et comment elle change les nouvelles règles du jeu économique du monde, fait partie des réflexions incontournables pour aborder ce pays avec une vision plus globale et réaliste. Faut-il admirer la Chine sans réserve? Faut-il la craindre? Pourquoi la Chine est-elle accusée aujourd'hui de tous les maux? Comment la Chine s'organise-t-elle pour faire face à son émergence? Ce chapitre, une introduction à notre ouvrage, est une façon simple de poser des questions pertinentes sur ce pays qui est en train de bouleverser aujourd'hui le marché mondial des matières premières, celui de l'énergie, des denrées agricoles ou encore de l'emploi. 1.1. La Chine qui étonne. Des chiffres et des faits qui parlent d'eux-mêmes. La Chine a une population de 1,3 milliard d'habitants. La croissance démographique nette par jour était de 20 800 personnes en 2004. La croissance de la population s'est toujours maintenue depuis 1980, à 100 millions de personnes tous les 7 ans. Autrement dit, il naît en Chine chaque année environ 14 à 15 millions de petits Chinois, soit l'équivalent de la population totale des Pays-Bas, tous les ans. Selon la Commission d'État pour la démographie et le planning familial, si l'État n'avait pas contrôlé la croissance démographique, la Chine d'aujourd'hui compterait 400 millions d'habitants de plus. La Chine est constituée de 660 villes, dont 20 de plus de 5 millions d'habitants et 110 de plus de 1 million. Dans les 30 prochaines années, une centaine de villes de plus de 300 000 habitants vont surgir. Shanghai est la première mégapole de Chine avec plus de 19 millions d'habitants, suivi de Beijing avec 15 millions d'habitants. On construit chaque année 500 millions de mètres carrés d'immeubles d'habitation. Selon le ministère de la Construction, ce rythme sera maintenu jusqu'en 2020 pour faire face à la pénurie de logements. Les Chinois possèdent aujourd'hui 16 voitures pour 1000 habitants. Ils devraient, si l'on se réfère à l'évolution historique des pays occidentaux relativement au secteur automobile, en détenir 267 en 2030, compte tenu de la progression attendue de leur pouvoir d'achat. D'ici 2030, l'accélération de l'urbanisation va s'accélérer en Chine. 300 à 400 millions de ruraux quitteront la campagne pour s'installer dans les villes. Le taux d'urbanisation, qui atteindra environ 50 à 55%, se rapproche de celui des grands pays développés. La survie des campagnes dépend du flux humain vers les villes à la recherche d'emploi, et qui pourrait représenter jusqu'à plus de 40% des revenus pour les ruraux. Car dans les prochaines décennies, il sera encore plus difficile pour les paysans de cultiver leurs terres ou trouver du travail dans les campagnes. Malgré une superficie de 9,6 millions de km²,
seulement 13% du sol chinois est arable. Autrement dit, avec 1,2 million de kilomètres de terres arables, soit 8% de la surface cultivable mondiale, la Chine nourrit 20% de la population mondiale. Il ne fait pas de doute que cette situation provoquera des tensions à long terme entre les besoins en ressources agricoles et la population. La question alimentaire constituera entre autres un grand défi pour les futures générations de Chinois. Autre record, mortel cela. La Chine tient les records les plus tristes du monde, en ce qui concerne les morts dans les mines et les accidents de la route. En 2004, les mines chinoises ont tué entre 5 000 et 6 000 personnes, soit environ 80% du total mondial. Quant à la route, elle tue tous les ans environ 100 000 personnes. Chiffre malheureusement étonnant comparé aux normes occidentales, car il signifie que les routes chinoises tuent plus de 280 personnes par jour. À peine sortie de 25 ans de totalitarisme maoïste, la Chine est passée du communisme le plus fermé du monde au capitalisme le plus sauvage. Considérée encore en 1980 comme sous-développée, elle est devenue en 2005 une grande puissance économique mondiale, comme elle l'avait été jusqu'au XVIIIe siècle. Son PIB, depuis l'ouverture au monde extérieur, a doublé tous les 8 ans environ et ce pendant plus de 20 ans, s'assurant ainsi de la croissance la plus régulière et la plus forte du monde, en moyenne de 8,2% par an. Aucun pays au monde n'a réussi une telle performance sur une durée aussi longue, pas même le Japon. À ce rythme, selon la Banque mondiale et la banque d'affaires américaine Goldman Sachs, la Chine aura rattrapé le Japon en 2020 et dépassé les États-Unis en 2050. Devenue incontournable, la Chine est aujourd'hui le moteur de l'économie mondiale, la nouvelle locomotive du commerce mondial, signant la réémergence de l'Empire du Milieu. Le thème de l'émergence de la Chine a inspiré des centaines d'articles et une abondante littérature au cours de ces 12 derniers mois. La croissance chinoise contribue à la croissance mondiale et tire derrière elle le dynamisme des autres pays et régions. Pour l'économie asiatique, c'est encore plus évident, car une variation de 1% de la croissance chinoise entraîne une variation de 10% des exportations japonaises vers la Chine. D'aucuns diraient que le Japon renaît parce que la croissance chinoise vient à son secours, ou encore que la résurrection du vieux Japon se fera grâce à la Chine nouvelle. En outre, à l'égard des États-Unis, la Chine finance ses déficits budgétaires en achetant des actifs libellés en dollars, notamment des titres de dette émis par le Trésor américain, et elle s'est hissée ainsi au deuxième rang des créanciers de la planète. Les bourses de Shenzhen et de Shanghai représentent une capitalisation boursière totale de 315 milliards de dollars US en 2004. En comptant la bourse de Hong Kong qui pèse 800 milliards de dollars US, la Chine occupe déjà le 6e rang mondial de capitalisation boursière, juste après Francfort et un des premiers de l'Asie. Aujourd'hui, l'Empire du Milieu est un élément clé pour beaucoup de secteurs. Il est devenu le pays manufacturier numéro 1 de la planète dans de nombreux secteurs. Saviez-vous par exemple que la Chine est le premier producteur et consommateur de charbon du monde, le premier producteur agricole du monde, le premier producteur et le premier consommateur d'acier du monde, le premier producteur d'aluminium, le premier producteur de tungstène et le principal fournisseur du stock stratégique américain, le premier fabricant de téléviseurs, de climatiseurs, de ventilateurs, de réfrigérateurs, fours à micro-ondes, de machines à laver du monde. C'est plus du tiers du total mondial de produits blancs. Le premier fabricant de pianos. Le premier fabricant de jouets du monde, avec plus de 20 000 entreprises. Le premier producteur d'aspirine et de vitamine C au monde. Le premier fabricant de chaussures au monde avec plus de 1500 entreprises produisant 7 milliards de paires chaque année. Le premier pays producteur et consommateur de cigarettes du monde avec plus de 400 millions de fumeurs. Le tiers des fumeurs de la planète. En 2004, les Chinois ont fumé plus de 2000 milliards de cigarettes. Le deuxième producteur et consommateur d'électricité, juste derrière les États-Unis. Le troisième dans le secteur informatique, avec le rachat de la division PC d'IBM. La Chine s'affirme dans un nombre croissant de segments comme les périphériques, circuits intégrés, ordinateurs portables, agenda électronique. Au 3e rang mondial dans la fabrication de véhicules, camions, bus, voitures. En effet,
la Chine a produit au total 5,07 millions de véhicules, toutes catégories confondues, en 2004. Mais au 6e rang pour les voitures avec 2,3 millions de voitures particulières. Par contre, sa position est plus forte avec les véhicules utilitaires. Au 2e rang après le Japon pour les poids lourds et premier pour les bus. Le marché chinois des voitures est déjà le 4e au monde. Il représente le premier marché en dehors de l'Allemagne pour Volkswagen. Etc. En 2005, selon les études de Morgan Stanley et de l'Association des consommateurs chinois, 2% de la population chinoise achète des produits de luxe importés, cosmétiques, vêtements, maroquinerie, bijoux, montres, accessoires. D'ici 10 ans, environ entre 8 et 10% de la population seront des clients potentiels du luxe. Autrement dit, à l'horizon 2015, il y aura environ 100 à 135 millions de Chinois susceptibles de s'offrir avec aisance des produits de luxe. Autre particularité de la Chine, les riches n'achètent que des produits de marque étrangère. Cela devrait faire le bonheur des entreprises de luxe françaises, italiennes, américaines et japonaises, déjà fortement implantées en Chine. Selon le président de LVMH, Bernard Arnault, la Chine est comparable à ce qu'était le Japon il y a 25 ans. Les magasins Louis Vuitton sont rentables dès la première année, même dans les villes secondaires, précise Bernard Arnault. La clientèle chinoise est la 3e clientèle de Vuitton, talonnant de près les Américains. L'historien et sinologue Ross Terrell rappelle une autre donnée étonnante et criante. 1% seulement de la population possède 40% de la richesse du pays. En 2004, le grand distributeur américain Walmart devient le 8e client de la Chine, juste derrière la Grande-Bretagne et devant l'Italie. Plus de 70% des approvisionnements en articles et produits pour ces magasins aux États-Unis proviennent de fournisseurs chinois. En 2004, Walmart a acheté pour 17 milliards de dollars US en Chine et absorbe 1% des importations chinoises aux États-Unis. Depuis 1980, selon une étude de Morgan Stanley, les ventes de produits et articles chinois aux États-Unis ont fait économiser aux consommateurs américains plus de 100 milliards de dollars US. La croissance chinoise est gourmande en métal et avide d'énergie et de capitaux. En 2004, la Chine prend la place de la plus grande dévoreuse de matières premières et d'énergie de la planète. En effet, bien qu'elle ne représente que 5% du PIB mondial en taux de change courant, elle a déjà consommé 35% du charbon, 13% de l'électricité, 33% de l'acier, 25% de l'acier inoxydable, 50% du ciment, 28% du nickel, 20% de l'aluminium, 9% du pétrole et 25% des investissements directs étrangers mondiaux. La Chine est également le 4e pays consommateur d'or jaune. Cet accaparement n'est pas près de se réduire pour le pétrole, puisque l'Agence internationale de l'énergie prévoit que dans 25 ans, le niveau de la consommation chinoise aura plus que doublé, et atteindra 15 millions de barils par jour, toujours loin derrière les États-Unis, avec 24 millions de barils par jour. La Chine a importé 150 millions de tonnes de minerais de fer en 2004, soit 30% de l'ensemble des exportations mondiales. Elle a consommé plus de 270 millions de tonnes d'acier, soit environ 27% de la consommation mondiale. En 2030, selon les estimations des experts, elle utilisera chaque année plus de 400 millions de tonnes d'acier et sa consommation en minerais de fer dépassera les 600 millions de tonnes, soit davantage que les quantités actuellement disponibles sur le marché mondial. Une des toutes premières puissances industrielles, la Chine est également le 2e producteur d'électricité du monde avec une puissance installée de 415 000 MW en 2004, soit une croissance de plus de 15% par an. Une croissance de 12 à 15% par an est prévue jusqu'en 2015. La puissance installée prévisionnelle en 2020 sera de 800 000 MW. La Chine, pour faire face à son développement économique, a besoin de 20 000 à 25 000 de MW supplémentaires par an, soit l'équivalent de toute la puissance installée de la Grande-Bretagne chaque année. Pour illustrer notre propos, nous dirons qu'une centrale électrique classique voit le jour chaque semaine en Chine. Autrement dit, 20 à 25 tranches de réacteurs nucléaires de 1000 MW par an seront nécessaires. Ou si l'on préfère, 42 à 48 centrales thermiques à charbon supplémentaires par an seront à construire. La Chine possède aujourd'hui 9 réacteurs nucléaires,
et pourrait en construire 32 d'ici 2020, et 10 encore entre 2020 et 2025. La part de l'énergie nucléaire passera alors de 1,5% à environ 4% par rapport à l'ensemble de la puissance installée. Ces 2 dernières années, la Chine a mis en service 10 300 km d'autoroutes. Un réseau de 70 000 km est prévu d'ici 2010 pour pallier le déficit du réseau de transport. Environ 50 000 km de chemins de fer seront en construction pour renforcer et doubler le réseau ferroviaire dans les 20 prochaines années. Une centaine d'aéroports devront être construits ou seront en rénovation d'ici 2025. Le pays doit acheter entre 1800 et 2200 avions moyens et long courriers d'ici 2025. Le secteur automobile est très fragmenté. Il y a 120 constructeurs automobiles et plus de 3500 équipementiers en Chine. Le secteur sidérurgique compte plus de 1000 aciéries. Les 20 plus grandes totalisent 75% de la production nationale. Environ 80% d'aciéries sont polluées et obsolètes et ne correspondent plus aux normes économiques et environnementales, selon l'Association professionnelle des aciéries chinoises et experts étrangers. Selon la dernière publication de 500 Fast Asia Pacific, les entreprises chinoises se sont renforcées et ont progressé de 18% en 2004, se plaçant, en termes de chiffre d'affaires, parmi les top 500 entreprises asiatiques installées en Asie-Pacifique. 90 entreprises chinoises figurent sur la liste des 500 Fast Asia Pacific. Et 6 entreprises chinoises sont en tête des 20 premières entreprises asiatiques de cette publication. Dans Fortune 500, figurent désormais 15 entreprises chinoises parmi les top 500 entreprises mondiales. Si l'on se réfère aux derniers chiffres statistiques nationales, on s'étonne de la rapidité avec laquelle la communauté étrangère s'est établie en Chine depuis les années 90. En effet, en 1979, excepté le personnel du corps diplomatique, très peu d'étrangers résidaient et travaillaient en permanence en Chine, à peine 500 étrangers. Aujourd'hui, selon les statistiques nationales chinoises, il y a environ 100 000 étrangers qui résident en permanence en Chine, dont plus de 50 000 possèdent une carte de travail 12. Ces chiffres ne tiennent pas compte des résidents taïwanais ni de ceux de Hong Kong. Il y a aujourd'hui environ 45 000 étudiants étrangers dans toute la Chine, et rien qu'à Shanghai, on dénombre plus de 19 000. La Chine attire de plus en plus de jeunes qui veulent y travailler et étudier. Puissance commerciale et relais de croissance du monde oblige. Mais il y a seulement 525 000 Chinois qui travaillent hors de Chine, et selon le vice-ministre du Travail, Wang Dongjin, ces expatriés rapportent chaque année 2 milliards de dollars US en devises à la Chine. Le nombre de ces expatriés, hors la communauté de la diaspora chinoise, est relativement faible comparé à sa population. Des réalisations chinoises qui suscitent l'admiration. Le seul fait de gouverner un pays qui représente 20% de la population mondiale ayant plus d'une cinquantaine d'ethnies différentes, parlant une centaine de dialectes régionaux, sans perdre le contrôle du pouvoir politique ni plonger le pays dans le chaos, relève du miracle et d'une extraordinaire organisation administrative et politique de la part de ses dirigeants. Pour qui connaît la Chine, l'ensemble du paysage est en train de changer. La Chine est un chantier à ciel ouvert. Des villes comme Guangzhou, Shenzhen, Shanghai, Beijing, Wuhan, Chongqing, Chengdu, Shenyang, Qingdao, Tianjin, Nanjing, poussent comme des champignons et construisent toujours plus haut avec des tours qui rivalisent de modernité et de design. Partout, les ouvriers travaillent jour et nuit pour faire avancer de gros chantiers d'infrastructures. Des quartiers avec des centres urbains très denses se construisent 24 heures sur 24 grâce à des équipes en 3x8. À Beijing, toutes les semaines, il y a un gratte-ciel qui s'élève. Shanghai s'enorgueillit d'une croissance économique de plus de 13,4% en 2004. Et les villes alentours, comme Wuxi, Changzhou et Suzhou, affichent des hausses de leur PIB du même ordre, alors que Shenzhen affiche un PIB de plus de 17%, Guangzhou de 15% et Beijing de 13,2%. Ce qui se construit en Chine aujourd'hui, selon Pascal Lamy, nouveau directeur général de l'OMC, ancien commissaire européen au commerce extérieur et négociateur sur l'adhésion de la Chine à l'OMC. C'est la plus grosse économie du monde, fonctionnant selon les lois les plus pures de l'économie du monde, pour ne pas dire les plus sauvages. Dans un système et avec une taille jamais vue auparavant. La Chine s'est lancée dans de grands travaux, dont quelques-uns sont titanesques et dignes de figurer dans le livre des records.
On citera quelques exemples comme le barrage des Trois Gorges sur le Yangtze, très contesté pour des raisons écologiques, mais une fois les travaux terminés en 2009, il devrait fournir une capacité installée supplémentaire de 18 200 MW. Le pont le plus long jamais construit au-dessus de la mer, 36 km qui enjambera le golfe de Hangzhou. La fin des travaux est prévue pour 2009. Le super gazoduc de 4200 km ouest-est entre Lunan et Shanghai. Dès 2005, il permet d'acheminer le gaz du Xinjiang désertique vers les provinces de l'Est, plus prospères, près de 12 milliards de mètres cubes de gaz naturel. Ce gazoduc contribuera au rééquilibrage du développement entre l'Est et l'Ouest et l'investissement de l'ensemble du projet est estimé à 12,5 milliards de dollars. Le train de banlieue le plus rapide du monde, avec plus de 430 km/h, se trouve à Shanghai. En effet, les 30 km entre l'aéroport de Pudong et les banlieues de Shanghai se font en 8 minutes. Ce train à sustentation magnétique a été conçu et construit par les Allemands Siemens et ThyssenKrupp. La voie sera prolongée jusqu'au centre-ville pour l'exposition universelle de 2010. Beijing, la capitale, poursuit ses travaux d'Hercule olympique en prévision des Jeux de 2008, avec 13 sites sportifs à édifier, 250 km de chemin de fer urbain, des centaines de buildings construction et le village olympique. Au total, cela représente plusieurs centaines de milliards d'euros d'investissements que les Chinois financeront seuls. Les entreprises étrangères de BTP n'obtiennent que très peu de contrats. OMC ou pas, le marché des grandes infrastructures leur est en effet fermé. Les Chinois sont capables de réaliser tous les grands travaux, et ils ne font appel aux étrangers que pour disposer d'un savoir-faire particulier ou d'une technologie unique, comme le train à sustentation magnétique. Les différents lots obtenus jusqu'ici par les entreprises étrangères sont dans les domaines de conseil technique ou d'expertise. En 2004, la Chine a traité 4 milliards de tonnes de marchandises dans ses ports, soit 21,3% de plus qu'en 2003. Shanghai a d'ores et déjà dépassé Rotterdam, devenant premier port du monde avec 380 millions de tonnes de marchandises traitées en 2004, soit 30 millions de tonnes de plus que le total du trafic attendu par le port hollandais. La Chine compte par ailleurs doubler ses capacités portuaires d'ici 2010. Le plan de développement porte sur 3 régions. L'estuaire du Yangtze avec Shanghai et Ningpo, le golfe du Bohai au nord avec Tianjin et Dalian, et enfin le delta de la rivière des Perles au sud avec Shenzhen et Guangzhou. La Chine a créé son Grand Prix de Formule 1 à Shanghai en 2004. Le coût du circuit de 5,45 km construit sur un marais a représenté pour la municipalité un investissement de 325 millions de dollars US. Jamais un nom de ville n'aura été aussi intimement mêlé à celui de la F1. Et qu'importe si la rentabilité n'est pas au rendez-vous, le prestige est à ce prix. La Chine ne se contente pas simplement d'étonner le monde sur le plan économique, mais aussi sur le plan sportif et musical. En effet, aux derniers Jeux olympiques d'Athènes, elle a permis à ses athlètes de réaliser des exploits remarquables en se classant au 2e rang des médaillés, juste derrière les États-Unis, avec 55 médailles dont 32 médailles d'or. Et plus important encore, Liu Xiang, médaillé d'or au 110 mètres haies et l'athlète le plus adulé de Chine, a dissipé pour toujours le mythe voulant que les athlètes asiatiques ne puissent pas se mesurer aux athlètes européens ou américains dans cette discipline. De même, aux États-Unis, le joueur de basket le plus populaire de l'équipe NBA n'est pas un Américain, mais Yao Ming, un basketteur chinois mesurant 2,02 mètres, vedette des Houston Rockets. Dans le domaine de la musique, la Chine compte déjà 60 millions de pianistes. Les jeunes pianistes chinois remportent depuis 1997 les grands prix internationaux de concours de piano, Chopin, Tchaïkovski. Et en décembre 2004, les épreuves de piano du concours international Marguerite Long-Jacques Thibault à Paris ont été remportées pour la première fois par un jeune chinois de 23 ans, Xiang Song, originaire de Shanghai. Beaucoup se souviennent de l'atterrissage du taïkono Tiang Liwei après les 14 révolutions autour du globe, à bord du vaisseau Shenzhou 5. Ainsi, la Chine complète ses attributs de grande puissance scientifique et spatiale. Au-delà de la dimension politique et militaire, il s'agit de la réaffirmation des ambitions industrielles de la Chine dans ce domaine. L'événement a suscité l'admiration des scientifiques dans le monde entier,
et a démontré que l'industrie chinoise possède un réel savoir-faire technologique multidisciplinaire. Chaque année, 1,2 million d'étudiants sortent des universités chinoises dont la moitié a fait des études scientifiques, biologie, chimie, physique, mathématiques, informatique, mécanique, électronique, etc. La Chine possède 189 programmes d'études de MBA. Il y a plus de 100 programmes d'échange ou de partenariat entre les universités chinoises et étrangères. 30 000, c'est le nombre de diplômés MBA aujourd'hui dans ce pays, depuis que cette formation existe, voilà 12 ans. On compte chaque année environ 5 à 6 000 diplômés MBA qui sortent des différentes universités chinoises. C'est le diplôme le plus prisé par les managers d'entreprises privées et publiques, ainsi que par les hauts fonctionnaires chinois. Si la Chine n'enregistre en 2004 qu'environ 94 millions d'abonnés à Internet, dont 30 millions au haut débit, avec une croissance de 18,2% selon le Centre d'information de réseau Internet d'État, il y a déjà plus de 300 millions d'internautes, ce qui place la Chine devant les États-Unis en nombre d'usagers. Plus de 500 milliards de SMS ont été envoyés en 2004, dont plus de 10 milliards pendant le Nouvel An chinois. Le modèle de développement économique chinois fait des émules dans de nombreux pays. Ainsi le Brésil, la Birmanie et le Vietnam cherchent à s'inspirer de son modèle et adaptent les facteurs clés de réussite de la Chine à leur propre pays. L'Inde et la Russie regardent de près ce qui marche bien en Chine et ce que ces pays peuvent apprendre du modèle chinois. 1.2. Et la Chine qui fait peur. On constate que l'avènement de la Chine en tant que superpuissance dérange quelques-unes de celles déjà bien établies, et ce de surcroît si cette nouvelle puissance représente le 5e de la population mondiale, alors elle soulèvera quelques appréhensions, voire quelques craintes, justifiées ou non. En raison de la taille du pays, toute décision économique, tout ordre d'achat ou de vente de la Chine déstabilise aujourd'hui les marchés et les emplois dans le monde. Les conséquences sont multiples, comme on a pu le constater: pénurie de matières premières, flambée des prix, perte d'emplois, sans oublier que la voracité de la Chine attise les tensions dans le monde. Mais à l'heure des délocalisations et de la mondialisation, sa force de frappe industrielle inquiète le monde. Tout d'abord, la locomotive Chine est aussi destructrice de l'environnement. L'utilisation intensive des sols menace chaque année de désertification quelques 80 millions d'hectares. Aucune considération environnementale ou écologique n'a été prise en compte jusqu'ici par le gouvernement. La pollution urbaine est un fléau, air, eau, déchets. Le vice-ministre chinois de l'environnement, Pan Yue, a rappelé récemment à l'hebdomadaire allemand, Der Spiegel, que 5 des 10 villes les plus polluées du monde se trouvent en Chine. Une déclaration plus qu'inquiétante. Elle précise qu'une croissance incontrôlée précipiterait la Chine vers une catastrophe écologique. Il faut savoir que l'essentiel de l'électricité est encore produit par des centrales thermiques au charbon. Les conséquences sur l'environnement seraient catastrophiques pour la Chine, qui vient de signer le protocole de Kyoto sur la limitation des gaz à effet de serre. La Chine est régulièrement qualifiée de deuxième émetteur de gaz à effet de serre dans le monde. Une grande peur de manque d'électricité est en train de gagner toute la Chine. En effet, 22 provinces sur 31, régions autonomes, provinces, municipalités relevées du gouvernement central, manquent d'électricité. Les grandes villes sont obligées de rationner la distribution d'électricité par le système de délestage. Certaines usines sont en chômage technique 1 jour par semaine par manque d'électricité. Les nouvelles usines qui s'installent doivent négocier et s'assurer désormais de la régularité de la distribution d'électricité avec la mairie et la société d'électricité municipale. Certains quartiers dans les villes sont mal éclairés pour économiser l'énergie, ce qui se traduit par de nombreux accidents pour les habitants de la ville. Pour les entreprises, c'est la hantise permanente de la panne. Toutes tentent de négocier des traitements de faveur avec les autorités locales. La Chine est en train de vivre une autre grande crise. Le pays entier souffre d'un déficit de réseaux de transport et d'insuffisance de moyens de transport. Trains, camions, bateaux. Les ports sont engorgés de marchandises non enlevées ou livrées, par manque de trains et en raison de réseaux de chemins de fer surchargés. Les centrales électriques ne tournent pas parce que les réseaux nationaux sont surchargés et ne peuvent pas acheminer le charbon vers les centrales thermiques. Les routes ne sont pas suffisantes ou pas assez maillées à travers le pays,
et de surcroît elles sont très chargées. À l'intérieur du pays, les réseaux de chemins de fer sont insuffisamment interconnectés, les routes sont peu denses et les fleuves ne sont pas tous praticables. Ainsi, toute l'activité industrielle du pays est concentrée sur la face côtière est de la Chine, d'où un grand déséquilibre économique entre la Chine de l'Ouest et celle de l'Est. Les seuls grands fleuves praticables toute l'année ou partiellement sont le Yangtze, le Huanghe, le fleuve Jaune, fleuve incontrôlable, charge trop forte en limon et gel en hiver, et le Sikiang ou la rivière des Perles. Entre les villes côtières, les transports se font par cabotage. Le transport ferroviaire constitue un véritable goulot d'étranglement pour la croissance chinoise. La congestion ferroviaire atteint tous les secteurs d'activité, ce qui pose un grave défi pour les entreprises. La Chine est consciente que la mondialisation a par ailleurs creusé le fossé entre les très riches et les très pauvres dans ce pays. Réduire les inégalités qui se creusent chaque jour un peu plus entre les provinces côtières riches et les régions pauvres du Nord et de l'Ouest est le cauchemar des dirigeants de tous les gouvernements chinois depuis une dizaine d'années. À peine 2% de la population pourrait être qualifiée de riche en Chine, contre 10% de la population dite de classe moyenne. Selon une étude récente de Merrill Lynch, la Chine a aujourd'hui environ 280 000 millionnaires en US dollars. Selon les études de l'OCDE et des experts économistes, 20% des Chinois les plus pauvres reçoivent moins de 6% des revenus de la richesse du pays. Le libéralisme sauvage de la Chine fait que ce pays est ainsi en train de devenir le pays le plus inégalitaire du monde. Une situation qui pourrait devenir explosive sur le plan social. La Rand Corporation, institut de recherche américain spécialisé dans l'analyse prospective et l'intelligence économique, estime que le nombre réel des chômeurs chinois dépasse déjà aujourd'hui les 170 millions. Chiffre bien évidemment difficile à vérifier et à comprendre, et qui dépasse notre entendement. Sur le plan social, il est certain que le chômage pose de véritables problèmes pour le gouvernement et pour la société. Chacun se débrouille comme il peut pour créer et accepter des petits emplois précaires. Ainsi, des dizaines de milliers de maisons closes, saunas, salons de massage, karaokés se sont ouverts depuis une dizaine d'années, avec beaucoup plus d'intensité depuis les 3 dernières années. Ils ont permis de créer 5 à 6 millions d'emplois directs ou indirects dans les villes. On assiste à une reconversion de qualification d'emploi, et les chômeurs dans les villes et dans les campagnes retrouvent ainsi les emplois qui leur assurent entre 800 et 1000 RMB, 80 et 100 € par mois de revenus. Cette prolifération d'activités, dont certaines proches de la prostitution, pourrait engendrer le sida et d'autres maladies que les autorités ne semblent pas combattre avec sévérité. Selon un article récent du président de l'association Rapprochement France-Chine, le nombre de cas de sida en Chine, d'ici 2010, pourrait atteindre 10 millions à la mesure du pays, c'est-à-dire monumentaux. On avance généralement les causes de cette drame dans ce pays par le sang contaminé, car des individus peu scrupuleux achètent pour rien le sang des paysans. L'homosexualité dépénalisée aujourd'hui, qui représente environ 3% de la population, cette catégorie de population continue d'avoir des relations bisexuelles à risque pour eux, leurs épouses et leurs enfants à venir. Une population migrante de 120 millions de personnes vivant loin de leurs foyers conjugaux, ces hommes se tournent tout naturellement vers les travailleurs du sexe avec la risque que l'on connaît. La montée de la délinquance et de la prostitution. La drogue, surtout dans le sud à la frontière des pays du Triangle d'Or et de long des côtes Est. L'appétit de l'ogre chinois fait flamber aujourd'hui les prix des matières premières sur le marché mondial. Depuis 2004, les prix en dollars des matières industrielles ont augmenté de plus de 45%. Les coûts de fret s'envolent et la plupart des ports chinois seraient saturés. Une situation qui commence bien évidemment à inquiéter les industriels. Pour les 750 à 800 millions de paysans qui vivent aujourd'hui dans la misère, le développement du pays reste un espoir voire un mirage. Que sera le jour où tous les paysans déferleront en même temps sur les villes riches de la côte Est, en quête d'un travail? On pourra sans doute évoquer une implosion de la société rurale, avec des conséquences catastrophiques qui dépasseront les frontières de l'Empire du Milieu. À terme, le flux migratoire des ruraux vers les villes se traduira par un déclin de la Chine rurale. Comment la Chine pourra-t-elle alors faire face à ses besoins alimentaires?
La Chine importe déjà en grosse quantité le blé, le riz, les viandes de bœuf, le soja, etc. Qu'en sera-t-il dans 30 ou 50 ans? N'y aura-t-il pas de pénuries alimentaires à long terme, au niveau mondial? Quel sera le problème de sécurité alimentaire qui va être posé pour la Chine, à l'horizon 2030? Compte tenu de la politique nataliste du gouvernement chinois dite « un couple, un enfant » depuis 1980, les experts prévoient une diminution de la population à l'horizon 2030 à 2040. En effet, vers 2040, si la tendance se poursuit, les plus de 60 ans représenteront 28% de la population contre 10% aujourd'hui. La manière dont la Chine va affronter le défi du vieillissement de sa population déterminera si elle peut devenir ou non un pays stable et prospère. La population chinoise atteindra environ de 1,6 milliard d'habitants vers 2030. Elle sera dépassée par celle de l'Inde qui de plus sera plus jeune. Il y a en outre un déséquilibre entre les sexes qui commence à être perceptible, avec une disproportion de nouveau-nés, c'est-à-dire 100 naissances de sexe féminin pour 120 naissances de sexe masculin, bien loin de la moyenne normale de 106 environ. En Chine, pour beaucoup de parents, le garçon est le premier choix. Si cette tendance se poursuit, elle sera dès 2020 très inquiétante pour la société chinoise. En effet, ce déséquilibre engendrerait bien entendu de graves répercussions sur le plan familial, mais il aurait aussi un fort impact sur l'économie nationale. La société chinoise sera-t-elle riche avant d'être âgée? Telle est la question que posent les experts chinois. Parallèlement, les dirigeants chinois doivent résoudre la contradiction entre le vieillissement de la population et le développement économique, ainsi que lutter contre l'influence de la conception traditionnelle de supériorité de l'homme par rapport à la femme, phénomène qui est responsable du déséquilibre des deux sexes. En ce qui concerne le financement de la croissance chinoise, les bourses de Shanghai et de Shenzhen, même si elles sont plus transparentes qu'autrefois, restent douteuses et peu fiables. Car la majorité des entreprises cotées en bourse appartiennent ou sont contrôlées par l'État. Les manipulations des cours de la bourse étaient chose fréquente dans le passé, et rien ne prouve qu'elles ne continuent pas. Il faut savoir également que les bourses chinoises sont très spéculatives. Ces constatations invitent à avoir une approche prudente quant à la lecture des rapports annuels d'entreprises cotées en bourse, comme vis-à-vis de la confiance accordée aux marchés financiers en pleine restructuration. La Chine, engagée dans un décollage économique sans précédent, est devenue le bouc émissaire des industriels occidentaux, qui l'accusent de détruire leur part de marché. Un développement lié entre autres à des salaires parmi les plus bas du monde est destiné, on le verra plus loin, à le rester, et aussi à la sous-évaluation notoire du RMB arrimé sur le dollar américain depuis 1995. Ce qui inquiète les pays industriels occidentaux aujourd'hui, c'est qu'après une phase de Made in China produite par les entreprises multinationales en Chine, voici qu'arrive la phase Made by China. En effet, après les biens de consommation, les entreprises chinoises s'attaquent maintenant au segment du marché des biens d'équipement et d'électronique grand public, tiré à la par une forte demande domestique et par la consommation des pays industriels. Les produits Made by China connaissent une forte notoriété sur le marché international grâce aux efforts de recherche et de développement, des innovations technologiques déployées par les entreprises chinoises à vocation internationale d'une part, et par l'apport technologique élevé des partenaires étrangers via les joint ventures d'autre part. Les Chinois s'aventurent désormais sur les marchés d'exportation sous leur propre marque, et s'attaquent avec succès au secteur des hautes technologies. Ce qui étonne les experts, ce n'est pas le déferlement chinois dans le textile, mais la montée en puissance chinoise dans d'autres segments de marché exportateurs où la Chine n'était pas attendue aussitôt. Dans presque tous les domaines, on voit surgir de Chine de nouveaux géants mondiaux. C'est particulièrement vrai dans les high-tech, télévision, informatique, équipements télécom, électroménager, téléphonie, Internet. La Chine a aussi ses marques, parmi les plus connues à l'étranger, on citera Haier, TCL, Bird, Little Swan, la bière Tsingtao, Lenovo, Shin Electric, Galance, Konka, Huawei, Changgong, Kelon, Baosteel, Pearl River Piano. Le palmarès de l'industrie chinoise est déjà impressionnant, la Chine assure 85% de la production mondiale de tracteurs, 75% d'horloges et de montres, 70% de jouets, 60% de pénicilline,
55% d'appareils photo, 55% de téléphones, 52% d'ordinateurs portables, 35% de climatiseurs, 31% de postes de télévision, 25% de machines à laver, 20% de réfrigérateurs, 18% de meubles. Il y a une explication logique à toutes ces déferlantes chinoises. En effet, après des années d'investissement dans ses propres capacités industrielles, la Chine reporte aujourd'hui son surplus de production sur les marchés étrangers, d'abord en contractant des importations, ensuite en musclant ses exportations. Et on prédit déjà que dans de nombreux autres secteurs industriels, y compris dans l'automobile, le spatial, l'aéronautique et l'armement qui nécessitent un haut degré de technologie, les Chinois occuperont bientôt des places de choix. Dans le secteur automobile, avec un temps d'avance, les constructeurs chinois ont commencé à exporter en 2004 pas moins de 10 000 voitures. Il s'agit des marques comme Geely, Chery, BYD Auto, O. Selon les prévisions de l'Association des constructeurs chinois, CAAM, les prévisions pour 2005 seront de 20 000 voitures exportées. Les premières voitures fabriquées en Chine et destinées à la vente en Europe occidentale sont arrivées en juillet dans le port belge d'Anvers, apportant une concurrence supplémentaire aux constructeurs européens, qui subissent déjà une baisse de la demande de véhicules. Les premiers 400 véhicules chinois arrivés sur le marché européen sont les 4x4 à 5 portes de marque Landwind du constructeur Jiangling Motors. Ils coûtent environ la moitié du prix de leur concurrent le plus proche, selon son concessionnaire hollandais. La Chine est accusée de tous les maux, dont celui des pertes d'emplois dans les entreprises occidentales. Celles-ci ont néanmoins su tirer bénéfice de ce que leur apporte la Chine. Il faut savoir que la délocalisation de la production est bien souvent, comme on l'a vu, initiée par les entreprises occidentales et japonaises elles-mêmes. En effet, afin de bénéficier de salaires 40 fois moins élevés que ceux des ouvriers américains et 30 fois moins que ceux des Européens, les entreprises occidentales ou japonaises, sous la pression de leurs grands donneurs d'ordre d'une part, et de la compétitivité des marchés d'autre part, n'hésitent plus à délocaliser en Chine pour profiter des faibles coûts de production. Il est vrai cependant qu'aujourd'hui les Chinois profitent de leur RMB sous-évalué pour inonder les marchés occidentaux et japonais de produits fabriqués chez eux par les multinationales américaines, européennes et japonaises. Faut-il pour autant fermer la porte aux chemises, aux lingeries, aux pantalons et pulls chinois? La question mobilise toute la profession textile européenne et américaine, sans oublier les pays comme la Turquie, la Tunisie, le Maroc, le Brésil, le Mexique, le Pakistan, etc., qui subissent la déferlante d'articles made in China. À en juger, 4 mois après l'ouverture du marché de l'Union européenne, le 1er janvier 2005, un vrai déferlement de produits textiles chinois. Plus 534% pour les t-shirts, 413% pour les pantalons hommes, plus 186% pour les chemisiers, 183% pour les bas et les chaussettes, 139% pour les manteaux féminins, 63% pour les soutiens-gorge, 51% pour les fils de lin, 257% pour les tissus de lin. Selon une déclaration faite en février 2005, l'ancien ministre délégué à l'industrie française Patrick Devedjian, la Chine, ce faisant, accélère la disparition des emplois en France. Les importations chinoises de textiles chinois pourraient coûter, selon le ministre, 7 000 emplois de plus au secteur en 2005. Quant aux États-Unis, le syndicat des textiles américains clame la perte de plus de 20 000 emplois depuis janvier 2004 et demande des quotas pour limiter les exportations chinoises. Les importations de produits textiles chinois ont augmenté aux États-Unis de plus de 55% depuis 2004, tandis que celles en provenance du Mexique ont baissé de plus de 30% par manque de compétitivité. On peut craindre aussi pour l'industrie en général et l'industrie de luxe en particulier. En effet, selon Bernard Arnault, président du groupe LVMH, la Chine représente à elle seule 60% des faux produits de luxe. Cela fait de la Chine un pays à haut risque pour les industries de luxe. De plus, la Chine fait de bonnes imitations. Un tiers des contrefaçons saisies en Europe sont d'origine chinoise. L'Empire du Milieu serait à l'origine de 70% de la contrefaçon mondiale. Nous nous sommes entretenus en Chine avec des dirigeants industriels occidentaux, japonais et coréens, au sujet de la sidérurgie, la chimie, le ciment, l'énergie.
Tous ont affirmé que construire une usine chimique en Chine coûte 40% de moins qu'en Occident, et qu'en plus, les frais de fonctionnement y sont inférieurs de moitié. Une aciérie au fourneau construite en Chine coûte 30% de moins qu'en Europe, avec en plus un délai réduit de 4 à 6 mois. Le fait d'implanter des usines en Chine leur permet d'être près des marchés et plus réactifs aux besoins de leurs clients locaux et internationaux sur place. Dans le delta de la rivière des Perles, autour de Guangzhou, il faut seulement 5 mois pour construire et faire fonctionner une usine de 1000 personnes. On retrouve la même performance dans les provinces de Jiangsu et de Zhejiang, autour de Shanghai. On peut penser que dans les prochaines années, les entreprises multinationales à la recherche de la croissance et de la compétitivité vont vouloir de plus en plus construire leurs usines en Chine et y produire, quitte à fermer les sites de production dans leur pays d'origine. Mais il est un domaine où l'essor de l'industrie chinoise devrait prendre plus de temps s'il a lieu un jour, c'est celui de la pharmacie. Et ce pour la simple raison que la Chine s'appuie sur une pharmacopée originale, basée sur des méthodes et des ressources naturelles traditionnelles, telles des plantes médicales. La plupart des Chinois en matière de médicaments trouvent leur réponse par les voies ancestrales. Cela a toutes les raisons de retarder la création d'un futur champion national de la pharmacie. Dans une certaine mesure aussi, la tradition permet de résister à l'implantation en Chine des géants mondiaux et occidentaux de la pharmacie. Cette situation n'est bien entendu que provisoire, car rien ne dit que la Chine ne va pas se mettre à produire des médicaments de type occidental pour concurrencer les grands laboratoires mondiaux comme Novartis, GlaxoSmithKline, Pfizer, Sanofi Aventis, Roche. Par ailleurs, n'oublions pas que la Chine est déjà bien placée pour la fabrication des médicaments génériques dans le monde. 1.3. La Chine soigne son image de non-prédateur. La Chine est aujourd'hui tout à la fois une grande puissance mondiale et un pays en développement rapide. Un contraste qui étonne, mais qui ne devrait pas inquiéter les gouvernements ni les industriels des pays occidentaux, au point de s'acharner à montrer la Chine du doigt. Quand on interroge les fonctionnaires chinois de la Commission du développement et de la réforme NDRC, et les diverses institutions d'études et de recherche qui dépendent du cabinet du Premier ministre, DRC, CAS, AMR, leurs responsables répondent invariablement que la Chine est trop injustement attaquée ces derniers temps. La presse anglo-saxonne est devenue franchement négative vis-à-vis du développement économique de la Chine. Autres ont ajouté que la presse européenne est même devenue plus critique et hostile envers la Chine, en particulier depuis que la Chine a augmenté ses exportations de textiles en Europe. Pour les Chinois, la tension qui montait pendant le plus fort moment de la crise du textile en mai 2005 inscrivait la Commission européenne dans une stratégie de harcèlement contre le commerce chinois. Beijing reproche à l'Europe comme aux États-Unis de pratiquer le double langage et de n'accepter la loi du marché qu'en cas d'avantage. Le monde doit-il craindre le dragon chinois ? Oui, s'il pratique lui-même le protectionnisme pour se protéger contre la libre concurrence, la liberté d'échange. Oui, s'il ne sait pas remettre en cause ses chères habitudes et autres avantages acquis sans combat. La peur de la Chine est une réaction souvent affichée à tort, puisque les multinationales et les consommateurs dans le monde ne sont pas les derniers à profiter de l'émergence de ce pays. Ces articles sont vendus partout dans le monde 30 à 40% moins cher que les produits fabriqués dans les pays industrialisés, et ils font largement le bonheur des consommateurs boulimiques, occidentaux et asiatiques. Aujourd'hui, les fabricants de lingerie, de meubles, d'habillement sont partagés devant le danger chinois. Certains fabricants s'adaptent et commencent à faire produire en Chine. Les plus grands ont anticipé le mouvement de délocalisation. Ils sont déjà présents dans ce pays depuis de nombreuses années. Plusieurs entreprises occidentales envisagent même maintenant de faire produire plus en Chine. La forte croissance économique de ce pays les amène à innover dans le domaine des mousses, coques de soutien-gorge et les tricotages complexes en 3D, en particulier pour le secteur du textile. Les investissements chinois en matière d'innovation technologique ont permis aux produits chinois dans bien des domaines de monter en gamme. Cependant, la faiblesse chinoise actuelle, reconnue par toutes les entreprises occidentales, réside dans la création, le développement, la R&D, le marketing et les réseaux de vente à l'international. La Chine cherche à rassurer aussi bien ses partenaires commerciaux asiatiques
que les pays occidentaux quant à sa volonté de jouer le jeu d'intégration internationale. C'est en coopérant avec ses voisins que la Chine cherche à corriger son image de prédateur. Depuis quelques années déjà, elle assume de manière responsable son rôle régional avec un mélange de détermination et de pragmatisme. Tout d'abord, le sommet Asia-Africain qui s'est tenu le 22 avril 2005 à Manille fut l'occasion pour le président Hu Jintao d'affirmer la solidarité commerciale et diplomatique de la Chine avec les pays asiatiques, ASEAN plus le Japon plus la Chine et la Corée du Sud et africains. Le président chinois a assuré les pays voisins asiatiques de l'engagement de la Chine à ne pas bouleverser la stabilité économique de la région et qu'elle intensifiera les volumes des échanges avec ces pays. Ainsi, Jinchuan Non-Ferrous Metals et Baosteel investissent $1 milliard US pour relancer la raffinerie de nickel de Nonok aux Philippines. L'entreprise locale Philnico, propriétaire de la fonderie, signait l'accord avec ses partenaires chinois lors de la visite officielle de Hu Jintao. L'entreprise privée chinoise New Hope a investi plus de $300 millions au Vietnam pour fabriquer des mobylettes et des produits électroménagers à Hanoï. Même si les relations entre le Japon et la Chine sont tendues, ces derniers temps, les manifestations anti-japonaises d'avril 2005 suivies du boycott de produits japonais, voitures, produits électroniques et cosmétiques, déclenchées par la publication de manuels scolaires japonais qui minimisent les atrocités de l'armée impériale durant l'invasion de la Chine dans les années 1930, notamment à Nanjing en 1932, où 300 000 habitants ont été massacrés, ont fait figure de prétexte idéal. Cependant, les intérêts de la Chine et du Japon ne sont pas en péril. Les deux pays restent malgré tout des partenaires commerciaux de premier plan et ils vont essayer de s'entendre au mieux. La rivalité économique se joue sur les marchés, mais aussi sur le contrôle des précieuses réserves énergétiques de la mer de Chine orientale, zone de tension grandissante entre les deux pays. Notons toutefois que la question des relations extérieures avec le Japon est au centre de toute la politique chinoise depuis plus d'un siècle. Beijing a longtemps joué, au moins au début, sur la corde de la culpabilité pour obtenir une assistance financière et technologique de Tokyo. D'autre part, le dernier forum asiatique de Boao en avril 2005, sur l'île de Hainan, réunissant les chefs d'État et de gouvernement de quelques pays de l'Asie-Pacifique, ainsi que les chefs d'entreprises chinoises, asiatiques et occidentales, était l'occasion une fois de plus pour les autorités chinoises de conforter l'émergence de la Chine dans cette région du monde et d'affirmer les échanges privilégiés entre la Chine et ses voisins asiatiques et le développement de l'axe Chine-Asie-Pacifique. Auprès des pays du Golfe, la Chine cherche un partenariat stratégique et a lancé des négociations afin de parvenir à un accord de libre-échange, sans casser la compétition géopolitique qui s'engage avec les États-Unis. La Chine n'a pas les moyens d'engager une politique de confrontation, bien au contraire. L'insertion de la Chine dans le marché pétrolier pourrait rapprocher les intérêts de Beijing et de Washington, selon certains experts de géopolitique d'énergie. On comprend qu'il y a un délicat équilibre financier entre Beijing et Washington. En effet, les Américains de leur côté ne veulent pas trop élever la voix, ni sur les quotas textiles ni sur le calendrier d'une réévaluation du RMB. Ils n'ignorent pas qu'un tarissement des capitaux chinois mettrait en difficulté la trésorerie américaine, car les Chinois financent aussi des déficits américains. Par ailleurs, une augmentation trop importante du RMB pourrait mettre les entreprises américaines qui fabriquent en Chine dans une position inconfortable, car 80% de leur production sont réexportées vers les États-Unis. Car la croissance et la prospérité de l'économie chinoise dépendent pour une partie non négligeable des exportations vers le marché américain. Mais à terme, les rivalités avec les États-Unis risqueront d'être plus nombreuses, plus précises et plus conflictuelles. Aujourd'hui, le textile reste cependant l'un des contentieux majeurs entre les États-Unis et la Chine. Les Américains ont choisi d'instaurer des quotas sur les importations de textiles chinois. Selon l'administration Bush, la concurrence chinoise est accusée de précipiter les délocalisations et d'avoir causé la disparition de 3 millions d'emplois industriels aux États-Unis depuis 2001. L'industrie textile a perdu 381 000 emplois depuis janvier 2001. Les Chinois adoptent partout et en toute occasion un profil bas, et cherchent plus à convaincre qu'à s'imposer. Ils élisent la méthode occidentale, qu'ils ont bien assimilée,
uniquement quand ils ont à défendre la position de la Chine devant les institutionnels internationaux, OMC, UE. On voit les Chinois renforcer leur présence à l'international en nouant des alliances stratégiques avec les différents partenaires, en passant par des investissements et par des acquisitions. L'argent gagné par les Chinois grâce aux exportations est dépensé pour acheter des avions, des centrales nucléaires, des équipements, des machines-outils de précision, des microprocesseurs, du pétrole, du blé, des produits de consommation de haut de gamme. Les importations chinoises s'élevaient à 540 milliards de dollars en 2004, faisant de la Chine le troisième importateur mondial, derrière les États-Unis et l'Allemagne. Pour défendre la position des exportations de textiles chinois en Europe, le conseiller commercial de l'ambassade de Chine auprès de l'Union européenne, Liu Yu, a argumenté devant les parlementaires européens réunis pour une audition sur l'avenir de l'industrie européenne à Strasbourg, a exposé le point de vue très structurant de la Chine. Vous avez la haute couture, nous produisons du moyen et du bas de gamme. Notre marché est ouvert. Vous pouvez exporter vos chemises de grande marque. Il a précisé d'autre part que la Chine a besoin de vendre à l'Union européenne qui est son deuxième partenaire commercial, et que les marchés chinois et mondiaux sont complémentaires. Selon le point de vue du représentant chinois auprès de l'Union européenne, l'afflux d'exportation de textiles chinois était le fait d'une saine division du travail. Dans son développement, la Chine a donc besoin du marché mondial et a besoin de l'Union européenne. Liu Yu a d'autre part lancé aux parlementaires présents: savez-vous que pour importer un Airbus 320, il nous faut exporter quelques 20 millions de chemises ? 31 Pour calmer l'opinion publique et satisfaire ses différents partenaires, la Chine fait un geste, et envisage même de taxer tout le textile et les meubles à l'exportation vers l'Europe et vers les États-Unis. Pour ce faire, elle a déjà commencé à préparer ses entreprises à une telle éventualité. Les taxes sur le textile, qui variaient de 2 à 4%, vont être multipliées par 3, voire par 5, touchant plus de 60 articles si cela s'avérait nécessaire. Beijing s'emploie, depuis le mois de mai 2005, à apaiser les craintes de la Commission européenne, et un accord a finalement été signé le 11 juin entre Peter Mandelson, commissaire européen, et le ministre chinois du Commerce, Bo Xilai, à Shanghai. Beijing accepte de limiter ses exportations sur 10 produits textiles. Cet accord, selon le ministre chinois du Commerce, est bon pour les intérêts de chacun. C'est un accord gagnant-gagnant. L'accord signé fixe des plafonds différents pour les différentes catégories de produits textiles. Ainsi, la Chine va limiter entre 8 et 12,5% par an la croissance de ses exportations vers l'Union européenne sur 10 produits textiles et d'habillement: t-shirts, pullovers, produits de lin et les pantalons pour hommes, soutien-gorge, linge de table et de cuisine. Peter Mandelson a précisé que l'arrangement global représente une bonne affaire pour la Chine tout en donnant du répit à l'industrie européenne qui peut à nouveau respirer, ce dont elle avait grand besoin. Au terme de cet accord, la Chine s'engage à limiter jusqu'en 2008 la croissance des exportations vers l'Europe. Cette signature a mis fin provisoirement à la guerre sur le textile entre l'Europe et la Chine, qui a empoisonné les relations entre ces deux pays, et a permis en particulier d'assurer une transition en douceur aux industriels du textile des pays de l'Union européenne confrontés à la concurrence des produits chinois, mais sans risquer de braquer la Chine. Mais les distributeurs occidentaux sont les premiers à réorienter leurs approvisionnements vers la Chine, pour conforter leurs marges. En août 2005, une nouvelle crise dans le textile est survenue, car les seuils annuels d'importation ayant été atteints dès le mois de juillet pour plusieurs produits, mais l'accord de septembre conclu à Beijing a permis finalement de débloquer les millions de pièces de textile en souffrance dans les ports européens. Les Chinois ont toujours déclaré que le seul moyen d'améliorer les déficits commerciaux de la Chine avec l'Union européenne et les États-Unis est de lever l'embargo sur les ventes d'armes. Pour s'équiper et se moderniser, l'armée chinoise a besoin de la technologie occidentale, et elle ne manque pas de le faire savoir aux fournisseurs et constructeurs de ces pays. Le voyage du président de la Commission européenne, José Manuel Barroso, en juillet 2005 à Beijing, au beau milieu d'un regain de tensions commerciales entre Washington et Beijing, n'a pas permis à l'Union européenne de concrétiser les accords avec la Chine, en particulier sur l'octroi du statut d'économie de marché à la Chine et la levée de l'embargo sur les armes. L'obtention du statut d'économie de marché
aurait permis à la Chine de modifier le mode de calcul des droits anti-dumping lors des conflits commerciaux et rendrait plus difficiles les actions de défense contre l'afflux de produits chinois, par exemple. Le président de la Commission a rappelé à cette occasion l'inquiétude croissante des Européens face à la montée en puissance de la Chine, et a demandé au gouvernement chinois d'aider l'Europe à effacer cette peur du Made in China. Le sommet annuel entre l'Union européenne et la Chine a eu lieu en septembre 2005. Il n'a pas pu permettre à Tony Blair, président tournant en exercice de l'Union européenne, de prendre des décisions sur ces deux priorités qui conditionnent des bonnes relations entre ces deux pays. Aujourd'hui, fort du soutien du gouvernement et de l'expérience acquise auprès des partenaires étrangers, à travers les joint ventures, les groupes ou champions chinois se lancent à l'assaut des marchés occidentaux. Ils investissent même aux États-Unis et en Europe. Certains groupes industriels comme Haier, Lenovo, TCL, Knook, Hutchison Whampoa, Sinopec, Wanxiang, SAIC, Baosteel, Nanjing Automotive, n'hésitent plus à prendre des participations ou à effectuer des rachats d'entreprises étrangères dans leur propre pays. L'habillement, la restauration ne sont pas les seuls centres d'intérêt des investisseurs chinois. Le tourisme, la technologie, l'agroalimentaire et l'environnement ont la faveur des entreprises chinoises qui s'internationalisent à leur tour de plus en plus en Europe. Compte tenu du nombre de groupes chinois ayant vocation à exporter, il ne serait pas étonnant que d'ici 10 ans, chacun de nous aura un ami ou une connaissance, un voisin, un membre de sa famille, un ancien collègue qui travaillera directement ou indirectement pour une entreprise chinoise ou contrôlée par des capitaux chinois. Au moins une de nos relations aura un boss chinois dans moins de 10 ans. Voilà ce que nous prédisent les plus optimistes des économistes et des banques d'affaires. On voit même, ces derniers temps, des entreprises chinoises venir au secours d'entreprises étrangères en difficulté dans leur propre pays. Comme le mentionne une étude récente de la Conférence des Nations Unies pour le commerce et le développement, CNUSED, la Chine et un investisseur étranger direct émergent. D'ores et déjà, les entreprises de la Grande Chine, comprenant les entreprises de Hong Kong et de Taïwan, emploient environ 900 personnes en France avec 150 entreprises implantées, 1200 en Allemagne, 500 en Italie et environ 7000 personnes en Grande-Bretagne. En effet, bien que son investissement direct à l'étranger reste encore faible, 30 milliards de dollars US depuis l'ouverture de son commerce, la Chine serait prête à investir quelques 40 milliards de dollars d'ici 2015 à l'étranger, selon les différentes déclarations officielles du ministère du Commerce. Plus précisément, on ne comprend pas bien, comme l'a écrit le journaliste des Échos, Eric Israelevich, que si les entreprises américaines et européennes peuvent investir massivement en Chine, y acquérir des entreprises et même prendre des participations à hauteur de 20% dans les grandes banques chinoises, pourquoi lorsque les Chinois investissent à leur tour en Amérique ou en Europe, cela suscite des commentaires et des résistances de la part de leurs gouvernants? Alors que les entreprises japonaises continuent d'investir aux États-Unis, mais leurs capitaux ne hantent pas les cauchemars américains. Il est vrai que le Japon est un allié, la Chine ne l'est pas. Certes, on sait d'autant plus que les Chinois ne respectent pas souvent les règles du jeu économique, car leurs champions nationaux obéissent tous aux ordres de Beijing et leurs capitaux sont détenus très majoritairement par l'État, ce qui légitime en quelque sorte les craintes des Américains et Européens. Pour réduire la tension vis-à-vis de la communauté internationale des affaires, l'administration chinoise chargée des échanges internationaux a déclaré qu'elle s'apprêterait à élargir les canaux de sortie de capitaux pour encourager les entreprises chinoises à se lancer dans la compétition économique mondiale et à investir à l'étranger. La Chine envisage en effet de modifier, compte tenu de ses immenses réserves en devises, les objectifs de sa politique de change, passant d'un contrôle strict sur les sorties de capitaux à un système plus équilibré entre les entrées et les sorties de devises. L'émergence de la Chine, au plan économique mondial, au lieu de nous faire peur, doit être considérée comme une des meilleures nouvelles du XXIe siècle. Elle prouve qu'un pays sous-développé et pauvre peut quand même progresser et réduire son retard par rapport aux pays industriels les plus avancés. En particulier, la montée en puissance de la Chine incite à espérer que ce grand pays parviendra à moyen terme à opter pour un régime plus libéral et à se rapprocher davantage des valeurs occidentales en matière de démocratie. De ce fait, elle donne toutes les bonnes raisons de faire confiance à ce pays et à entretenir avec Beijing des relations commerciales gagnant-gagnant.
Pour conclure, nous dirons que même si certains aspects de son développement international sont offensifs et certaines pratiques de son commerce peu orthodoxes, le vol de brevets, non-respect de la propriété intellectuelle, corruption, concurrence déloyale, protectionnisme régional, etc., il n'en reste pas moins que la Chine est l'un des pays les plus ouverts au monde. Elle est en outre particulièrement accueillante à l'égard des capitaux et des industriels étrangers. En matière de produits, le consommateur chinois ne fait guère preuve de nationalisme exacerbé, comme en Corée du Sud ou au Japon en leur temps. Cela mérite d'être mentionné. Aujourd'hui, le consommateur chinois ne fait pas trop de distinction entre les produits fabriqués par les joint ventures en Chine, les importations et ceux fabriqués par les grandes entreprises chinoises. Ce qui compte, c'est la notoriété de la marque, le prix et le design proposé. Depuis l'adhésion de la Chine à l'Organisation mondiale du commerce, en décembre 2001, les produits étrangers entrent avec une plus grande facilité, et les barrières douanières et techniques tombent les unes après les autres. Dans aucun autre pays au monde, les capitaux étrangers ne sont autorisés à prendre des participations aussi importantes dans les secteurs aussi stratégiques que l'automobile, l'énergie, la grande distribution. Cela témoigne bien de l'image entreprenante et pragmatique de ce pays. Quant à la Chine, on ne lui voit guère d'intérêt à mettre en danger l'industrie de nombreux pays émergents, alors qu'elle aspire à incarner à leurs yeux un modèle de développement. Elle n'a pas non plus intérêt à créer des situations conflictuelles avec ses principaux partenaires occidentaux, qui sont à la fois ses clients et fournisseurs de premier plan. D'autre part, le président du groupe d'action financière sur le blanchissement des capitaux, GAFI, organisme international chargé de protéger le système financier mondial contre le blanchiment et le financement du terrorisme, a déclaré que l'adhésion de la Chine au GAFI est désormais possible. La Chine va commencer par créer avec la Russie, le groupe Eurasie, un des groupes régionaux agréés par le GAFI et ayant les mêmes missions que lui à l'échelle régionale. Il est évident que l'entrée de la Chine dans les cercles de la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme pourrait enclencher un processus vertueux en Asie et renforcer l'image plus rassurante de ce pays vis-à-vis de la communauté internationale. Pour apaiser ses partenaires commerciaux, depuis le 21 juillet 2005, la Chine a fait un geste d'ouverture en réévaluant sa devise de 2,1% par rapport au dollar US et a réformé son système de change. Geste symbolique certes, mais il témoigne la volonté de la Chine d'intégrer de plus en plus dans la vie économique mondiale. Désormais, la composition du panier de devises pris pour référence pour calculer la parité du RMB, la monnaie chinoise, est constituée des principales monnaies comme le dollar US, le yen, l'euro, le won sud-coréen, la livre sterling. Cette instauration d'un régime de change flottant pour le RMB, avec la création d'un panier de monnaies, mettait fin à plus de 10 ans de parité fixe avec le seul dollar US. Selon un expert de la banque Morgan Stanley, cette mini-réévaluation était davantage politique et stratégique qu'économique ou financier. La Chine souhaite plutôt mener une politique monétaire plus indépendante et certainement pas pour aider les États-Unis à résorber son déficit courant. La Chine a montré sa volonté d'assouplir son système de change en autorisant dès juillet 2005 les banques à développer désormais des opérations de couverture à terme sur le RMB. On assiste depuis la fin du premier semestre 2005 quelques signes de bonne volonté de Beijing, notamment à l'égard de la communauté internationale des affaires. Chapitre 2. Comprendre la culture politique chinoise. Pour les entreprises occidentales, l'organisation politique et administrative chinoise ainsi que son système de fonctionnement représentent à la fois une complexité et une difficulté supplémentaires dans leur combat pour pénétrer ce pays. L'ouverture apparente de la vie politique et les réformes entreprises depuis une vingtaine d'années ont donné au monde l'image d'une Chine moderne, tendant à faire croire aux étrangers que le Parti communiste chinois est maintenant relégué à un rôle secondaire. Mais la réalité est tout à fait différente, et autrement plus compliquée. En effet, la politique est toujours fortement présente dans l'économie du pays et le Parti communiste est toujours aux commandes. Les Chinois considèrent que leur société est constituée de 4 grandes organisations que sont le Parti, l'État, le syndicat et la Ligue de la jeunesse communiste. Le présent chapitre décrit l'organisation du parti.
Nous n'aborderons pas le système et l'organisation syndicaux, et encore moins le mouvement politique de la Ligue de la jeunesse communiste, non pas parce que ces organisations sont moins essentielles que les deux autres, mais elles n'ont d'intérêt que limité pour les entreprises étrangères. Pour tenter de comprendre la culture politique chinoise, connaissance indispensable pour appréhender le centre du pouvoir et ses mécanismes décisionnels qui ont un impact sur le monde des affaires en Chine, nous nous intéresserons tout d'abord au système, à l'organisation du parti et à son évolution, et ensuite nous donnerons une description rapide de l'organisation de Zhongnanhai, siège du comité central du Parti communiste chinois, afin de montrer les spécificités structurelles de l'État chinois. Nous nous attarderons un peu plus longuement sur les institutions du parti. Cet objectif reste bien évidemment modeste, mais l'acquisition de cette culture politique est une étape incontournable pour les dirigeants occidentaux et les cadres d'entreprise qui souhaitent comprendre l'implication du parti dans la vie économique et sociale de cette nation. 2.1. Un parti communiste à la recherche d'originalité. Un peu d'histoire. Commençons par un bref rappel historique du rôle du Parti communiste chinois, PCC, dans la société chinoise. Tout d'abord, il est essentiel de savoir que la Chine a un passé d'intervention ininterrompue de l'État impérial centralisé, et ce depuis 2000 ans. Cette tradition administrative et bureaucratique est brisée pour la première fois dans la première moitié du XXe siècle, 1911 à 1949, grâce à la nouvelle manière de gérer l'État et la redéfinition des rapports entre l'État et la société, empruntée à l'Occident. C'est finalement le régime communiste qui a instauré une institutionnalisation totale du social par l'État et la prédominance du parti sur l'État. Le Parti communiste chinois a été créé en 1921. Mao Tse-tung fut l'un de ses 12 membres fondateurs. Mao organisa la résistance en 1927, lorsque le PCC fut mis hors la loi. Spécialiste des questions paysannes, il développait ses thèses sur la révolution paysanne, alors que les autres dirigeants du parti s'attachaient à une vision prolétarienne de la révolution. Il faut se rappeler qu'en Chine, le nombre et le rôle des prolétaires, ouvriers, dans le contexte révolutionnaire étaient bien moins importants que ceux des paysans, contrairement à la révolution russe par exemple. La Longue Marche donna l'occasion à Mao Tse-tung de reprendre en 1935 le pouvoir qu'il conservera jusqu'à sa mort, le 9 septembre 1976. Mao s'attachait à la fois à donner un fondement théorique à ses ambitions, en adaptant le marxisme-léninisme à la Chine, et à se doter d'un instrument militaire pour prendre le pouvoir. Plus précisément, dès les années 1920, l'Armée populaire de libération, APL, contrôlait des territoires plus ou moins grands. À titre d'exemple, la République soviétique de Shaanxi, fondée en 1933, comptait alors environ 100 millions de personnes administrées par les forces révolutionnaires. En effet, c'est à partir de ce soviet que les communistes chinois vont développer leurs attaques contre les Japonais dès 1937. Cette période fut une phase capitale pour la préparation militaire et pour le développement du PCC. Aussi, aujourd'hui comme hier, l'intégration de l'APL dans la vie politique de la Chine est-elle considérée comme une donnée naturelle et légitime. On observe ainsi une interpénétration forte entre l'appareil du PCC et celui de l'armée dans les affaires de l'État. Le PCC prit le contrôle de chaque rouage de l'appareil de l'État, là où les révolutionnaires occupaient les territoires abandonnés par l'armée nationaliste du Kuomintang. Après l'expropriation des propriétaires fonciers, des industriels et des banquiers, il organisa la population dans les campagnes avec la création des communes. Ainsi, la population urbaine est organisée dans les usines à travers les syndicats, et sur son lieu d'habitation à travers les comités de quartier. La gestion directe de l'appareil d'État par des responsables du parti s'est généralisée à travers tous les territoires libérés. De même, le principe de la loyauté, autrement dit, de l'allégeance personnelle au chef, est admis dans les fermes collectives et dans les usines. Après la proclamation de la fondation de la République populaire de Chine en 1949, le PCC est devenu un parti unique qui, par légitimité, revendique un monopole sur le pouvoir politique avec l'armée comme bras de force. En conséquence, le dirigeant suprême du parti, tout comme les empereurs de la Chine impériale,
croit détenir en quelque sorte le mandat céleste pour régner sur la Chine selon la pure tradition confucéenne. À partir de 1950, un autre instrument du parti va dominer la vie économique du pays, les syndicats. Les syndicats jouent un rôle actif sous le contrôle absolu du PCC. Ils interviennent dans le contrôle de la gestion des entreprises nationalisées. Plus tard, le gouvernement décida de faire des syndicats des rouages de l'appareil de l'État, sous prétexte que les syndicats et le PCC avaient les mêmes objectifs, la construction du socialisme. Aujourd'hui encore, on constate le rôle prédominant des syndicats dans la vie des entreprises d'État et à un moindre degré, dans certaines joint ventures sino-étrangères ou entreprises privées. Voyage à l'intérieur du parti. La Chine est depuis 1949 un pays communiste. Les membres du parti recensés dans les années 1960 étaient moins de 20 millions. Dans les années 1980, on en comptait 51 et selon les statistiques fournies par la presse chinoise, en juin 2002 environ 66,4 millions de membres avaient payé leurs cotisations, soit 5,2% de la population totale. Aussi surprenant que cela puisse paraître, il y a en Chine deux constitutions, la constitution de l'État chinois et la constitution parallèle du Parti communiste. L'adhésion au parti est toujours sélective. On ne rentre pas n'importe comment au parti. Le recrutement des nouveaux membres doit se faire au niveau de la cellule du parti, et il faut s'en tenir au principe de l'admission individuelle. Le candidat doit être proposé et parrainé par 2 membres du parti. Pour sa candidature, il doit rédiger une biographie détaillée de sa vie personnelle et professionnelle, et ensuite la soumettre à la cellule du parti de son quartier ou à son entreprise ou lieu de travail. Après une enquête approfondie et étude de son dossier, le candidat est convoqué pour le défendre et pour répondre aux nombreuses questions et tests, afin d'évaluer sa culture et la robustesse de son idéologie. S'il est admis, une cotisation annuelle est alors demandée aux membres, généralement en fonction de son revenu et de sa position. En 2003, le parti a vieilli, 77,7% ont plus de 35 ans. 78% des nouveaux membres, 11,9 millions recrutés entre 1981 et 2002 ont un niveau d'instruction supérieur au baccalauréat. Aujourd'hui, le parti recrute davantage de nouveaux membres dans les villes et de plus en plus dans les entreprises privées et parmi les patrons ou dirigeants d'entreprises. Le recrutement traditionnel dans les campagnes et chez les ouvriers a perdu aujourd'hui quelque peu de son intérêt au profit des techniciens et cadres des zones urbaines. Les explications sont simples. Dans les campagnes à cause des décollectivisations des terres, quant aux ouvriers, beaucoup sont déçus et préoccupés par la situation précaire de l'emploi et du système défaillant actuel de la protection sociale. Pour ceux qui veulent travailler et faire carrière dans l'administration, l'adhésion au parti demeure une obligation. Selon la presse chinoise, les recrutements sont aujourd'hui de meilleure qualité qu'il y a 20 ans. Les membres du parti sont astreints à des réunions et à la formation politique, dans leurs locaux de travail et à l'école du parti. Ces réunions et ces cours ont lieu 1 ou 2 fois par mois, soit en fin d'après-midi, soit le samedi matin. Ils sont organisés dans les locaux du parti, dans les unités de travail ou dans les usines. Les cadres potentiels du parti, ceux qui sont pressentis pour une carrière prometteuse au sein de l'organisation, vont suivre les stages et une formation à l'école du comité central du parti à Beijing. Aujourd'hui, les réunions dans les entreprises se font plus rares. Dans certaines entreprises ou usines, il suffit d'y aller 1 ou 2 fois par an et acquitter simplement sa cotisation. D'autre part, on observe une érosion idéologique importante actuellement parmi les 30 à 40 ans. Les Chinois semblent vouloir se dégager des activités collectives et se préoccuper plus de trouver des moyens pour s'enrichir davantage. Il s'agit également, pour beaucoup d'entre eux, de se jeter à la mer, autrement dit de se lancer dans cette économie privée aux contours de plus en plus prometteurs. En revanche, pour les fonctionnaires de l'administration, du gouvernement central ou local, y compris pour ceux des grandes entreprises d'État, l'assiduité aux réunions et à la formation politique, étude du marxisme-léninisme et de la pensée de Mao Tse-dong, reste encore d'actualité, car c'est la seule manière pour ces cadres de gravir les échelons au sein du parti. Il faut savoir par ailleurs qu'il y a des organisations de base au parti.
Elles sont mises en place dans les usines, les entreprises, les magasins, les écoles, les hôpitaux, les organismes administratifs, les quartiers d'habitation, les coopératives, les fermes, les cantons, les bourgs, les villages, les compagnies de l'armée et dans d'autres unités de travail ou entreprises lorsque les membres du parti y sont au moins au nombre de 3. On trouve des organisations de base du parti, des comités de base, des cellules générales ou des cellules du parti dans presque toutes les organisations chinoises, qu'elles soient administratives, militaires, de production, de services ou associatives. Ils sont établis en fonction des besoins et du nombre des membres du parti. Les différents comités se distinguent par le nombre de membres qu'ils regroupent. Les membres de ces comités de base sont élus pour une durée de 3 à 5 ans, par l'Assemblée générale des membres du parti de l'unité en question. Le comité élit ensuite le secrétaire de comité. Tous les résultats des élections doivent être approuvés par le comité du parti de l'échelon supérieur, qui fournit en principe les listes de candidats à se présenter ou se faire élire. Tout comité d'une organisation de base du parti a au moins 2 départements, le département de l'organisation et le département de la propagande. Le département de l'organisation est très important dans le processus de l'évolution des carrières des membres du parti, puisqu'il s'occupe de la nomination, de la révocation et de la promotion des cadres de sa propre unité de travail, ainsi que de ceux qui lui sont administrativement rattachés. Il est en charge également de la gestion des dossiers des employés de son unité. Ainsi, le département tout-puissant de l'organisation du comité de base détient la carrière et le destin de ses membres, fonctionnaires, dirigeants d'entreprise, intellectuels, enseignants, médecins, etc. Les organisations de base sont généralement rattachées au comité de l'organisme, qui est leur autorité de tutelle administrative. Il faut savoir par ailleurs que pour les bureaux industriels locaux, les comités du parti des bureaux provinciaux sont subordonnés au comité du parti provincial, et les comités du parti des bureaux municipaux au comité du parti municipal. Dans le cas d'une province qui administrativement dépend de l'échelon central, ministère, commission d'État, ces comités du parti sont donc subordonnés aux comités locaux du parti. Il faut observer en outre que les organisations de base du parti dans les entreprises d'État et les entreprises collectives jouent le rôle de noyau politique. Elles assurent et contrôlent l'application des principes et mesures politiques du parti et de l'État dans leur entreprise. Il est intéressant de noter que les autorités des grandes villes comme Shanghai, Tianjin, Qingdao, Beijing, Guangzhou, Wuhan, Harbin, etc., ont décidé depuis 1991 de mettre en place des cellules dans toutes les joint ventures sino-étrangères qui comptent au moins 3 communistes. De même, dans les entreprises à capitaux 100% étrangers ou dans les entreprises privées chinoises, on trouve également des organisations du parti. L'influence du parti y est néanmoins beaucoup moins forte et moins présente que dans les entreprises d'État ou dans certaines joint ventures, comme la SAIC Volkswagen à Shanghai ou les joint ventures de General Electric, GE. En revanche, certaines joint ventures ont refusé la présence de syndicats dans leurs entreprises. Ainsi, la Fédération pan-chinoise des syndicats All China Federation of Trade Unions continue d'exercer une forte pression sur les entreprises comme Walmart, Kodak, Dell et Samsung pour qu'elles permettent à leurs employés de constituer une section syndicale dans les usines ou dans les lieux de travail, comme l'autorise la loi syndicale chinoise. L'organe suprême de direction du parti est le Congrès national et le comité central qui en est issu. Les organes locaux de direction du parti aux différents échelons sont les congrès locaux des échelons correspondants et les comités locaux qui en sont issus. Les comités du parti aux différents échelons sont responsables devant les congrès de leur échelon respectif et leur rendent compte de leur travail. L'étape importante pour les membres du parti, c'est l'élection des délégués au congrès et celle des membres des comités du parti aux différents échelons. Le scrutin est secret. L'établissement de la liste des candidats doit faire l'objet d'amples discussions dans l'organisation du parti et parmi les électeurs. Dans cette organisation pyramidale, le secrétaire général du parti est l'homme qui a la plus haute influence politique sur le parti. Ainsi, le secrétaire général du PCC et les membres permanents du bureau politique du comité central du parti sont les personnalités les plus importantes de l'organisation politique de l'État. En effet, les membres permanents du bureau politique cumulent à eux seuls tous les pouvoirs politiques et économiques de la nation,
autrement dit, il préside la destinée de la Chine. Le nombre des membres élus varie en fonction des jeux d'alliances politiques ou de marchandage à l'intérieur du parti, à l'issue de chaque congrès du parti. Dans la lutte pour le pouvoir, les communistes et les dirigeants de la Chine depuis Deng Xiaoping ont l'obsession du consensus. Il faut savoir par ailleurs que l'organisation du PCC est fondée sur les grands principes suivants: le centralisme démocratique, l'élection des membres de direction et la direction collective. L'article 1 de ces statuts est explicite quant au centralisme démocratique. L'individu se soumet à l'organisation, la minorité à la majorité, l'organisation de l'échelon inférieur à celle de l'échelon supérieur et toutes les organisations, tous les membres du parti au Congrès national et au comité central du parti. L'article 2 stipule que les organes de direction du PC aux différents échelons sont issus des élections. En réalité, les élections des membres au Congrès du parti ne sont pas démocratiques, puisque la liste des candidatures aux élections est préparée par l'échelon supérieur du parti. La liste des élus doit également être approuvée par l'échelon supérieur du parti. En fait, chaque comité du parti, à chaque échelon, possède sa propre liste de candidats prédésignés à l'avance dont il assume la gestion. Plus précisément, le principe de la direction collective se traduit par un consensus obtenu après discussion et dont les décisions sont approuvées par une direction collégiale. Nous pensons d'autre part qu'il est utile d'éclairer la situation auprès des lecteurs par le rappel du système d'élection des membres au Congrès, ainsi que quelques définitions et principes sur lesquels est fondée l'organisation du PCC. Les paragraphes suivants décrivent les organes centraux du parti, qu'il ne faut pas confondre avec les organes administratifs des institutions de l'État que l'on verra au chapitre 3. Il est impératif de savoir que le système d'institutions d'État est entièrement doublé du sommet à la base par les structures du parti. Cette duplication du sommet à la base reste valable, comme nous le verrons plus loin, pour les structures administratives de l'État. Les organes centraux du PCC sont représentés par le schéma ci-dessous, avec pour base le Congrès national du parti, le comité central, le bureau politique, le comité permanent du bureau politique, le secrétariat du comité central, et la commission des affaires militaires du comité central. Le Congrès national du PCC. Les délégués, environ 2000 au Congrès national du parti, sont élus par les comités de base du parti, qui viennent de toutes les provinces de Chine. Le Congrès national du parti se tient une fois tous les 5 ans sur convocation du comité central. Il précède de quelques mois le congrès de l'Assemblée nationale populaire, ce qui permet à celle-ci d'entériner les décisions prises par le congrès du parti, nomination de secrétaire général du PCC, Premier ministre et nouveaux membres du gouvernement, etc. La hiérarchie des organes politiques dans l'ordre croissant est, comme le montre la figure ci-dessous. Figure 1, les organes centraux du PCC, 16e congrès 2002. Le comité central. Le comité central est élu pour 5 ans par le Congrès national du parti. 198 membres élus plus environ 150 suppléants en novembre 2002 lors du 16e congrès national du parti. Il est considéré comme le Parlement du parti. Il se réunit en plénum chaque automne, entre septembre et novembre, sur convocation du bureau politique du comité central, mais quelquefois au printemps quand d'importantes mesures doivent être décidées et approuvées par l'Assemblée populaire nationale. Être élu au comité central est une étape incontournable pour celui qui nourrit une grande ambition nationale. Le comité central dirige une vingtaine d'organisations et une dizaine de groupes dirigeants, dont les plus importants comme le Bureau des Affaires Générales, le département central de l'organisation, le département central de la propagande et le département central du Front uni. Le département central d'organisation est une organisation clé du Parti communiste en charge de gérer la carrière des quelques 5000 à 6000 cadres dirigeants du parti, de l'État, des établissements publics et des entreprises d'État. À titre d'exemple, les nominations de 11e Chiwa, présidente de Baosteel Group Corporation de Shanghai, Miao Wei, président de Dongfeng Motor Corporation, Liu Gaozuo, président d'Avikin, Yang Yuanqing, le nouveau président de Lenovo, Fu Chenyu, président de Knook, Mei Boliang, président du groupe de containers CIMC, ou Maka, président avec le rang de ministre de la Commission de développement et des réformes, sont le fait du département central de l'organisation du comité central.
Leur carrière et leur avenir dépendent uniquement et pleinement de ce département. Lors de la 16e session du Congrès, quelques présidents de grandes entreprises publiques ont été élus soit comme membres à part entière du comité central, soit comme suppléants. Pour la première fois, un chef d'entreprise privée, Jiang Ruimin, patron du groupe électroménager Haier, a été élu au comité central. Le bureau politique. Le bureau politique, élu par le comité central lors de la session plénière du comité central, est composé de 24 membres plus un suppléant, c'est l'instance dirigeante du parti. Les membres de ce bureau, dont la principale responsabilité est d'assurer la cohésion des institutions essentielles du parti, de l'État et de l'armée, se réunissent une fois par mois. Les membres décident sur tous les grands dossiers politiques, sociaux, économiques, diplomatiques, sécurité, militaires, etc. du pays. À ce niveau, il n'y a pas de véritable élection. Le comité central approuve la liste des élus qui lui est soumise par les hauts dirigeants du régime. Ce processus est mis en place après de longues discussions. Marchandage et compromis existent entre les différentes forces ou tendances à l'intérieur du parti. Le comité permanent du bureau politique. Le comité permanent du bureau politique est l'organe décisionnel de l'appareil d'État. Il est l'instance suprême du parti qui oriente la politique et l'économie de la nation. En Chine, rien ne se fera sans l'accord du comité permanent du bureau politique. Ce comité est composé des 9 membres dits hauts dirigeants, élus pour 5 ans par la session plénière du comité central. La désignation des membres permanents du bureau politique a lieu le plus souvent lors de réunions secrètes, derrière les rideaux tirés, entre les membres influents des différentes factions en présence. Le comité permanent se réunit au moins une fois par semaine. Chaque membre est en charge d'une activité ou d'une fonction transverse des affaires de l'État. Selon l'article 22 de la Constitution du parti, dans l'intervalle des sessions plénières du comité central, le bureau politique et son comité permanent exercent les fonctions et les pouvoirs du comité central. Le secrétaire général du comité central du PCC est le secrétariat général. Le secrétaire général est le chef de parti, élu pour 5 ans par la session plénière du comité central. Il a le pouvoir de convoquer en réunion le bureau politique. Le secrétaire général du comité central est nécessairement membre du comité permanent du bureau politique. Il représente l'autorité suprême du parti. Le secrétariat général, constitué de 7 membres, gère les affaires courantes du parti et les relations avec l'État sous la direction du bureau politique et de son comité permanent. Ces membres sont nommés par le comité permanent du bureau politique. Reste à examiner le rôle de la Commission centrale des affaires militaires d'État, CMC, qui occupe pour des raisons historiques une place à part dans les institutions politiques de la Chine. Depuis la fondation de la République populaire chinoise, celui qui contrôle cette instance est de fait le chef incontestable du pays. Cette commission fut présidée par Mao Tse-tung de 1935 jusqu'à sa mort, en 1976. Elle fut également dirigée par Deng Xiaoping, et ensuite par Jiang Zemin, lorsqu'il était également président de la République et secrétaire général du PCC. Lorsque Hu Jintao fut élu président de la République et nommé secrétaire général du PCC en mars 2003, Jiang Zemin a réussi à garder le poste de président de la Commission centrale des affaires militaires et devint ainsi, à l'intérieur du pays, le numéro 1 du régime. Mais le 18 septembre 2004, la démission de Jiang Zemin de la CMC et son remplacement à ce poste par Hu Jintao font de Hu le seul et véritable homme fort de la Chine, en l'occurrence le dirigeant suprême. Ainsi la tradition est respectée. La CMC est en fait un système indépendant. Appartenant à la fois au parti et à l'État, il est relié au reste du parti et à l'appareil de l'État seulement par le sommet des organisations. Ainsi, il y a toujours 2 ou 3 militaires élus au bureau politique et un militaire dans le gouvernement à qui le poste de ministère de la Défense revient de droit. À l'intérieur de la CMC, les militaires ont leur propre système de parti communiste par différenciation avec le Parti communiste civil. Le département politique général de l'Armée populaire de libération de Chine constitue l'organe politique de la Commission militaire centrale. Il est chargé de la direction des activités du parti dans l'armée et de l'éducation politique des militaires.
2.2. Zhongnanhai, centre du pouvoir politique de la Chine. Le temple des intrigues et des décisions. Zhongnanhai en chinois, les lacs du centre et du sud, est un immense parc situé au centre de Beijing. Les visiteurs qui traversent la grande avenue de Chang'an vers la direction est de la ville ne peuvent pas ne pas apercevoir cet ensemble de bâtiments anciens fermés et gardés par 2 soldats en faction devant la lourde porte entr'ouverte de couleur rouge impériale. Cet ensemble clos est situé juste à côté de la cité interdite. Sa superficie est presque comparable, soit environ 250 000 m². Pour les Chinois, le seul nom de Zhongnanhai fascine par son côté mystérieux. Il y circule des rumeurs, mais en même temps il fait peur en raison de son pouvoir immense, sans contrôle et répressif. Certains chefs d'entreprise étrangers connaissent bien Zhongnanhai pour avoir accompagné le chef d'État de leur pays, lors d'une visite officielle auprès des dirigeants chinois. En effet, depuis le début des années 1990, les dirigeants chinois trouvent un certain plaisir à recevoir les chefs d'État et de gouvernement étrangers, accompagnés de leurs délégations d'hommes d'affaires à Zhongnanhai. Les chambres de commerce ou les fédérations de commerce ou d'industrie, aussi bien que les associations des patronats étrangers en visite en Chine sont reçues avec courtoisie à Zhongnanhai par le Premier ministre ou les vice-premiers ministres. Le chef d'entreprise le plus souvent reçu par Jiang Zemin et par son Premier ministre, Zhu Rongji, était sans aucun doute Bill Gates, le fondateur de Microsoft, le patron étranger le plus admiré des Chinois. Zhongnanhai, depuis la victoire des communistes en Chine en 1949, abrite le comité central du parti, l'organe dirigeant du pays, le bureau du Conseil des affaires d'État, le gouvernement, et les résidences de quelques hauts dirigeants du pays, vice-premier ministre et quelques membres permanents du bureau politique et les membres de la CMC. Le quartier général du commandement militaire est accolé à l'enceinte de Zhongnanhai. Ainsi, le rapprochement physique de ces 3 centres de pouvoir reflète bien que le parti, le gouvernement et l'armée sont une réalité inséparable, même si sur le papier ces 3 pouvoirs sont représentés séparément. Bien que les dirigeants occupent des postes officiels distincts, que nous verrons plus loin au sein des 3 organes principaux, à savoir le comité central du PCC, le Conseil des affaires d'État et la Commission centrale des affaires militaires, ils constituent, aujourd'hui comme hier, derrière cette forteresse aux murs pourpres, une communauté restreinte et souvent informelle composée d'une dizaine de décideurs politiques et de leurs assistants. Ces femmes et ces hommes de pouvoir, Madame Wu Yi, vice-premier ministre, est la seule femme membre du bureau politique, règne sans partage sur toute la Chine communiste. Les réunions secrètes ou pas avaient lieu dans une atmosphère orageuse et violente pendant le règne de Mao Tse-dong, et en particulier pendant la Révolution culturelle, 1966 à 1976. De Zhongnanhai, Mao ordonna à une jeunesse fanatique et en adoration devant lui et son petit livre rouge, de se lancer dans la rue pour préserver son pouvoir politique. Mais sous la direction de Deng Xiaoping, les réunions étaient plus rassurantes et courtoises, excepté lors des événements tragiques de Tiananmen du 4 juin 1989. En effet, c'est de Zhongnanhai que Deng Xiaoping avait pris la décision de destituer Zhao Ziyang, alors secrétaire général du... Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.